Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 135e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine et qui a l'honneur de recevoir Morgan Charrière pour évoquer son grand retour fin novembre. C'était au Cage Warrior avec une victoire contre Daniel Bazan. Avec moi cette semaine pour évoquer ce thème, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, Box MMA, monsieur Jonathan Bacardi. Salut bonjour. Alex. Et puis maintenant c'est officiel. Oui. Tu vas combattre 4 février à l'AEF Championship, grappling. Oui. Je pense qu'on va faire la plus grande pub possible pour l'AEF pendant les 3 mois à venir. Ils vont avoir des pubs gratuites sur RMC. Mais on va en reparler, hein, mon ami. Je sais pas si je t'accorderai une interview ou pas. On va voir. Faut que je négocie. Avec toi quand même. Et donc on a l'honneur et le plaisir, merci d'être là avec nous, de recevoir Morgan Charrière, The Last Pirate, qui sort de sa victoire sur Daniel Bazan au Cage Warrior. Ça va, Morgan? Ça va super. Eh bah écoute, on va revenir sur ta victoire et faire le point sur ta carrière dans le Fighter Club. 415 jours qu'on ne l'avait pas vu dans la cage et il nous avait bien manqué. The Last Pirate a repris son voyage sur les eaux du MMA le 20 novembre avec une victoire par décision partagée sur Daniel Bazan au Cage Warrior 147. Comment a-t-il vécu son année sans combattre? Quel prochain défi et objectif pour lui? Le RMC Fighter Club reçoit le combattant français Morgan Charrière pour faire un point sur sa carrière. Et pour ceux qui n'ont pas vu sa victoire sur Bazan, séance de rattrapage. Très bon travail de Morgan, la pression qu'il met depuis tout à l'heure commence à payer. Il a passé. Il est en position latérale. Quelle série! Oh, il est KO! Terminé! Magnifique victoire de Morgan Charrière par Incroyable! Quelle domination! Quelle victoire! Waouh! Il vient incroyable! Aussi un champion de la catégorie! Par KO! Oh, Charrière with the finisher! And it's over! Unbelievable! And Judge Barton scores this bout 29-28 in favor of your winner by way of split decision. In the red corner, Morgan, the Last Pirate, Charrière. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille, on a toujours fait que du. Et un grand merci à notre prod, Max Abolin, pour cette petite prod qui était d'ailleurs pas que sur la victoire sur Bazan. Je crois qu'il y avait des commentaires d'anciennes victoires, donc ça revenait un peu sur la carrière de Morgan. Déjà, on entendait la décision à la fin, décision partagée, je le disais dans mon intro, Morgan. Ouais. J'ai noté, c'est sur tes 7 dernières décisions. C'est toujours des décisions majoritaires ou partagées. Il n'y a pas d'unanime. Non. Que ce soit dans la défaite, dans la victoire, dans le match nul, parce que sur les 7, il y a un match nul aussi, il y a un draw. Comment t'expliques ça? Que t'es pas assez décisif pour scorer les rounds? Comment t'expliques que c'est toujours majoritaire, partagé? Parce qu'on te sentait avant la décision, on sent que t'es pas confiant parce qu'il y a tellement eu de décisions un peu bizarres avec toi en partagé que... J'ai pas la réponse moi non plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je pourrais pas dire, mais pour moi, ce combat, il devrait pas être décision partagée. Non, moi non plus. Plusieurs fois. Même à la fin du combat, je me dis c'est bon, j'ai fait le taf. C'était pas facile, mais c'est une décision unanime, même si le combat est serré, c'est une décision unanime pour moi. Oui, bien sûr. Et dès que j'entends juge machin, je me dis c'est on est reparti. Ouais. Et je sais pas pourquoi à chaque fois que je vais à la décision, c'est tout le temps décision partagée. C'est un truc dont vous parlez. Ça va pas dans mon côté, donc je t'avoue que je comprends pas. Et moi, je te jure, sur le moment, en direct devant l'écran, je le vois dans ton visage. Quand ils annoncent un round pour l'autre, je sens à ton visage que t'es pas bien, quoi. J'étais à 2 doigts de mourir. Franchement, je pense qu'ils auraient dit coin bleu. Je crois que mon corps il aurait lâché. J'aurais fait une crise cardiaque. C'était trop là. C'était trop. La et vous en parlez avec ton staff, par exemple, de ça? Tu te dis, est-ce que vous cherchez une explication au fait que tu vois, les juges dans tes combats, notent les rounds un peu bizarres parfois? En fait, ta remarque, ta sensation, je pense, c'est surtout marquée par les 2 défaites contre Vucenic et Paul Hughes. Les 7 dernières, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Les 7 dernières décisions, elles sont partagées ou majoritaires? C'est ça, c'est la décision partagée contre Vucenic et majoritaire contre Hughes. Je pense qu'il faut pas chercher bien loin. Hein. C'est un Français qui combat en Angleterre contre des Anglais aussi. Ça joue aussi un petit peu, non? C'est quoi, je l'attendais un peu cette réponse. Mais tu vois, on dit beaucoup ça, mais je sais pas justement parce que les juges ils ont rien à gagner à faire ça. C'est leur travail de la même façon que nous, c'est de combattre. Et peut-être dans le passé c'était vachement fait, tu vois ça, d'avantager les fighters locaux.
Mais par exemple, tu vois, si on prend l'exemple du RS, en France, ça le fait pas en France. Et pourtant, c'est plus ou moins les mêmes juges. Il me semble que c'est les mêmes juges. Moi, j'ai l'impression quand même que ça s'est internationalisé. Il y a le public aussi, tu sais, les ça joue à domicile. Un petit peu. Ouais, mais en général, même en Angleterre, je suis un peu à domicile, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup de Français qui sont là. Il y a du bruit quand je combats. Je pense que je prends bien le. Ouais, ça fait longtemps que t'es au Cage Warrior. Je sais monopoliser l'image et tout, tu vois, pas passer pour le combattant qui est pas loco. Et ouais, je t'avoue, non, je comprends pas du tout pourquoi à chaque fois que je vais à la décision, c'est même si j'ai une domination sur le combat, il y a toujours un juge qui voit autre chose. J'essaie de comprendre. J'aimerais bien d'ailleurs parler parce que c'est presque le même juge à chaque fois. Tu vois, parler avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il juge dans un combat. Il t'aime pas. Tu vois, bah ouais, mais si tu peux pas aimer un combattant, si t'as été juge, t'as pas le droit. Le problème quand tu vas aller chez lui pour discuter, c'est qu'il y aura le portrait de Morgan Charrière avec des fléchettes sur moi tous les jours. En tout cas, quand on a regardé le combat, on avait le même avis avec Alex. Bon, c'est que le contenu, on s'en foutait un petit peu, parce qu'on était un peu soulagé que tu gagnes. Parce que t'es avec toutes les galères et tout. C'était important. On te cache pas, tu sais que t'es un de nos combattants français favoris, si ce n'est peut-être notre préféré. Donc, le contenu, je pense que t'as fait des meilleurs combats. Je pense que même dans les 2 dernières défaites, t'étais quand même à un meilleur niveau. Là, je pense que t'étais peut-être. Voilà, il fallait que tu reprennes confiance et c'était l'essentiel pour nous. Toi, t'en as pensé quoi? Tu t'es trouvé vraiment. L'essentiel était la victoire. C'était vraiment la victoire et reprendre confiance. Bah, déjà, l'essentiel, c'était le vert, c'est de gagner. On rappelle que tu restais sur 2 défaites, donc sur des décisions partagées majoritaires contre Vucenic et puis contre Paul Hughes. 2 combats pour la ceinture, ouais. Et ouais, c'était un retour qu'il fallait négocier. Et le plus important, comme tu as dit, c'était la victoire, c'était le vert. Donc, dès que j'ai vu que le combat, il partait pas dans le sens qu'il fallait, je me suis dit, tant pis. J'y vais au tout pour le tout, nique ça. Enfin, voilà. J'y vais, je donne ce que j'ai. Tant pis pour le game plan, pour être intelligent. Là, faut que ça passe, faut que je prenne un verre. J'ai pas le temps de réfléchir. Et en fait, quand le combat il a commencé, tout se passait très bien. Le premier round, il est haut la main pour moi. Ouais. Et je commence très bien le combat. Et je me dis, ça va le faire. Je pense que je vais le finir premier ou deuxième round. En fait, au premier round, je me suis tué sur un takedown. Je mets le premier takedown, en fait, je l'enchaîne, je mets un genou, après je passe en dessous et je mets un takedown. Ma tête, elle tape le sol et je me fais un coup du lapin direct, en fait. Et du coup, j'ai été sonné. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu de la lucidité. Et petit à petit, mon corps, il a commencé à lâcher. Et du coup, j'avais plus de cardio au deuxième, au troisième. Après, il y a eu le deuxième cutting, parce que du coup, j'ai fait 2 préparations. Le cutting en un mois, en fait. En quelques semaines, vu que je devais combattre le 1er octobre en Italie, donc j'ai fait un premier cutting qui a été très dur. Ça a été un cutting très très dur. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait et tout. Mon corps, il a eu un peu du mal, même moi, de reprendre les sensations du cutting. Donc j'ai bien mangé sur le cutting en Italie. Le combat il s'est pas fait, donc ça a été une perte d'énergie un peu pour rien. Et c'est 1 mois et demi après à peine que tu reviens. 1 mois, donc j'ai eu 4 semaines pour que mon corps il se remette et refaire un cutting du coup. Donc ça fait pas beaucoup quoi de ça jouait parce que clairement le cardio on le voit sur le troisième, on voit que t'es moins dedans. D'ailleurs tu vois, je sais que t'es un homme très actif sur les réseaux sociaux et donc t'as vu et tu sais que maintenant le MMA français depuis quelques mois c'est très actif sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de critiques très, très de gens qui ont découvert le sport il y a pas longtemps mais qui se permettent de juger des fois des perfs. Et il y a eu beaucoup de critiques sur ton cardio notamment où on disait c'est pas le Morgan qu'on avait l'habitude de voir. Il y a eu des critiques d'un peu tout sur moi. Toi comment tu racontes cet effet de cardio, c'est double cutting qui fait ça? Moi je pense que déjà j'ai fait un combat où j'ai produit des choses que j'ai jamais fait. Si on peut regarder tous mes combats, j'ai jamais mis autant de takedown. En lutte offensive, moi j'allais dire en lutte offensive, t'as beaucoup plus produit que d'habitude. J'ai fait des Morgan Charrier-Gomedov. Ouais, j'étais en mode Nurmagomedov, on va dire, mais du coup déjà c'est une nouvelle forme de travail pour mon corps. Donc il faut que mon corps il s'habitue à combattre de cette manière. C'est énergivore. C'est hyper énergivore. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'asseoir. C'est pour ça qu'il vaut mieux tirer la garde, exactement. Et Daniel Bazant, il est pas pour rien aussi. Il est fort. C'est pas. Je pense que je vais pas dire que. En fait, toutes ces critiques négatives, je le prends d'un bon côté. Je pense que les gens ils ont une grosse attente envers moi. Donc c'est pour ça qu'ils étaient un peu déçus de la même façon que moi j'ai été déçu de moi. Mais je pense qu'il y en a qui vont peut-être un petit peu trop loin dans la critique et que ça reste un combat et qu'en face de moi c'est un mec qui était là pour gagner. Il était sur 3 victoires d'affilée, c'était le numéro 1 croate. Il avait battu 2 vétérans UFC juste avant moi, donc lui il n'était pas là pour faire de la figuration, c'était son shot au Cage Warrior. Aujourd'hui je bats un ancien champion et je rentre direct dans le mix des meilleurs européens, donc il est venu avec ses armes et il est venu à fond, mort de faim.
Donc j'ai bien senti ça déjà. Plus mon corps qui m'a lâché, les 2 prépas d'avant, le retour, fallait absolument gagner. Voilà, c'est des choses. J'avais pas l'impression que ça me faisait quelque chose, mais je pense qu'au moment où tu combats, ça a joué, ouais, effectivement. Et on le répétera jamais assez, on le dit souvent au Fighter Club, mais à ce niveau, au niveau où vous êtes au Cage Warrior, comme dans d'autres organisations comme ça, de toute façon, rien n'est facile. Il n'y a pas de combat. Les gens derrière leur écran, c'est facile de juger. Comment entre les 2 pesées, t'as repris combien de poids? J'ai pas dû reprendre énormément, j'ai dû reprendre 6-5 kilos, je pense. Donc t'étais à 72, 73? Ouais, non, je pense même 71, 72. Donc, le deuxième cutting a quand même été plus facile que le premier. Le deuxième cutting, rien à voir. Le deuxième cutting, il a glissé, hein, si je peux te dire. Franchement, j'ai fait un seul bain, j'ai pas eu souffert comme en Italie. Le deuxième cutting, il est passé vraiment facile. Déjà, j'ai maintenu mon poids beaucoup plus bas. Et du coup, je suis arrivé vachement plus près pour le deuxième. J'avais déjà repris ma routine et tout, je savais mes sensations au niveau du cutting. Puis mon corps, il a hyper bien transpiré. Non, vraiment, ça s'est super bien passé. Mais voilà, c'était quand même un deuxième assez rapproché. C'était peut-être celui-là de trop, entre guillemets, à ce moment-là. T'as pas d'appréhension vis-à-vis de ton œil, de ta blessure? Non, j'ai eu aucune appréhension. Bon. Après, j'ai bien testé en sparring avant. Donc, tu t'es rassuré avant. Ouais, bien avant, je savais. C'est une galère, la blessure, la fracture du plancher orbital. On va pas être grossier, mais c'est pénible, quoi. C'est très pénible. Hyper pénible. 6 mois off sans prendre de coups. J'ai pas eu d'opération, mais j'aurais pu en avoir une. C'était une grosse blessure, mais ça m'a pas inquiété plus que ça. C'est ça qui est bizarrement, c'est que pendant le combat, je pensais pas du tout à. Ouais, t'étais pas dans un coin de ta tête sur. Ça, pas du tout. Ouais, non, je pense que ça, je l'ai très vite mis derrière moi la blessure. Le plus important, c'était de pas perdre surtout. Je pense que c'est aussi pour ça que je pensais pas du tout à la blessure. J'avais beaucoup plus à faire à ce moment-là. T'as évoqué ce combat en Italie qui était prévu début octobre contre Albert Diaz, si je dis pas de bêtises, qui arrive, donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, il arrive à la pesée, il a je sais plus combien de kilos en plus. Volontairement, il a 2 kilos. 2 ou 3 kilos, c'est ça 2 kilos 4. Et il annonce qu'il fera pas d'effort, qu'il perdra rien. En gros, c'est soit tu m'affrontes comme ça, soit tu m'affrontes pas. Il y a eu, vous l'avez pas pris, mais ça faisait plus d'1 an que tu n'avais pas combattu à ce moment-là, enfin quasiment un an pile. Tu as eu l'envie de le prendre quand même, ou tu t'es dit non, en plus je sors de 2 défaites, c'est quand même risqué et tout. Comment s'est passé ton choix à ce moment-là? En fait, déjà le matin on m'appelle, du coup la pesée c'est le matin, c'est à 10h, quelque chose comme ça. Donc je me suis réveillé à 7h pour checker mon poids, voir s'il fallait que je refasse quelque chose ou pas. Donc je me pèse le matin, j'avais perdu énormément dans la nuit, je suis au poids, enfin énormément dans la nuit, je me suis couché à 3h du matin quand même, et le cutting était hyper dur, mais voilà, je me réveille au poids, donc à ce niveau-là on est content, donc je dis je vais redormir, je me remets dans le lit, mon téléphone il sonne, je vois le nom de mon manager, là, je me dis ça pue. Oui, c'est pas un bon coup de fil, à ce moment-là c'est pas un bon coup de fil. 7h du matin, manager qui appelle, c'est jamais très bon. Je dis allô, j'ai pas une bonne nouvelle, ça je m'en doute, il dit il va pas faire le poids, donc... Albert Diaz, et je dis comment ça il va pas faire le poids, il dit non là il arrête en gros le cutting. Il arrête son cut. Je dis ok d'accord très bien, et du coup il pèse combien là? Il dit là il pèse 68 kilos, quelque chose comme ça. Je dis comment ça il arrête son cutting là à 68 kilos, mais il restait déjà 3 à 4 heures pour continuer à cutter. Déjà ça n'existe pas d'arrêter son cutting si le médecin il te dit pas d'arrêter ou quelque chose comme ça quoi. Parce que c'est pas nous les fighters qui choisissons. Et en 3-4 heures ça se perd. En 3-4 heures ça se perd, il avait largement le temps de les perdre, sachant que tu rates la pesée à 10h, t'as encore 2 heures supplémentaires pour faire le poids. Ouais, donc là c'est volontaire, c'est que lui il veut pas quoi. C'était comment à l'hôtel? T'avais un sauna? On avait sauna, baignoire, il y avait tout. Oui, on a tout. Non. Okay. Donc, et puis c'est pas un short notice, Albert Diaz, il avait le combat 1-2 mois avant. On est d'accord, on est d'accord. Non, il a aucune excuse pour pas avoir fait le poids. C'est pas comme si on l'avait appelé une semaine avant, tu vois. Là, ça peut être compréhensible. Et puis surtout, s'il voit qu'il pouvait pas faire le poids depuis qu'il est arrivé aussi, il faut peut-être prévenir avant que le jeudi matin de la pesée, parce qu'on aurait pu s'arranger avant. Moi, j'aurais pas fait négocier quelque chose avant. C'est ça, moi, je suis un catchweight, moi je serais pas descendu à 66. Exactement. Et on aurait pu se battre à armes égales, quoi, au même poids. Non, lui, ce qu'il voulait faire, c'est que je descende à 66, lui est arrivé tranquille à 68 et demander un catchweight à 68. Et moi j'aurais perdu 2 kilos comme ça pour le fun. Et puis il est malin, il devait savoir que ça faisait 1 an que t'avais pas combattu, que le cutting te ferait un peu mal. Et il pensait que le fait que j'ai trop envie de combattre ça suffirait, et puis aussi que je prendrais 50% de sa prime. Mais bon, je suis un peu quand même, j'ai un peu d'expérience dans le MMA.
C'est pas pour 50% de sa prime qui n'est pas celle de Conor McGregor, hein. C'est une petite prime, que je vais me sacrifier une prépa, je dois absolument gagner. Là, il est plus lourd que moi, c'est un adversaire dangereux, il a rien à perdre. Il y avait beaucoup trop de signaux négatifs. Même si je peux gagner le combat, c'est pas la question. Non, c'est plutôt le nombre de dans la balance positif ou négatif, il y avait trop de négatifs. Beaucoup trop de négatifs. Peut-être que si on avait eu la veille l'info qu'il ferait pas le poids, que j'aurais pas fait le cutting, ça aurait pu être différent là. Mais il y avait quand même une envie de lui faire payer son attitude. C'est clair, parce que moi je savais que je l'aurais battu. Enfin, je pense que je l'aurais battu même avec les kilos d'écart. Mais voilà, on s'est concerté avec toute mon équipe et il y avait plus de voix contre que pour. Donc voilà. Puis on l'a souvent dit ici, c'est être pro. Dans les sports de combat, c'est avant tout faire le poids. Et même quand on rate le poids, parce que ça arrive, c'est pas d'avoir cette attitude-là, de pas le faire volontairement. C'est aussi l'attitude. Il n'y avait aucun respect de sa part envers nous, envers moi, envers le fait de faire le poids, comme si c'était quelque chose de secondaire. De faire le poids alors que c'est le b.a.-ba du sport, c'est de il n'y avait pas d'autre solution à prendre. Il n'y avait pas de respect derrière ça, il n'y avait pas d'autre solution. On parle pas de 200 grammes aussi, on parle de 2 kilos, c'est énorme. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais 2 kilos, c'est vraiment énorme de rater 2 kilos à peser. Il y a des gens qui ont joué sur les réseaux sociaux qui disaient mais pourquoi elle apprend pas le combat, c'est pour ça aussi que je posais ces questions. 2 kilos, comme Morgan dit, c'est énorme. En termes de poids, dans certaines phases de combat, ça peut vraiment faire la différence. Et puis on le redit, l'essentiel c'était vraiment la victoire pour le coup. Après les 2 défaites, tu es obligé pour la suite de ta carrière. Tu peux pas te permettre, avec les ambitions que ça, d'avoir 3 défaites à la suite. Surtout que les gens, ils auraient oublié après, ils auraient oublié que le mec avait foiré sa pesée. Donc tu as pris la très bonne décision. Parce qu'on rappelait, on le disait tout à l'heure, mais c'était ta défaite contre Jordan Vucenic en mars 2021, c'était pour la ceinture, tu étais champion à ce moment-là. Et puis une défaite contre Paul Hughes, octobre 2021, c'était pour la ceinture intérimaire à ce moment-là. Et donc décision partagée la première, décision majoritaire la deuxième. Tout à l'heure, tu disais, c'était intéressant, je l'avais pas prévu dans mes questions, mais tu disais, quand j'ai entendu un des juges dire Bazante et que j'attendais le troisième, tu m'as dit s'il avait dit Bazante le troisième, s'il avait dit coin bleu, je serais sorti de mon corps, tu nous as dit tout à l'heure. Comment tu l'aurais vécu une troisième défaite dans ces conditions-là, c'est-à-dire tu vois, avec encore une décision entre guillemets à la con, quoi. C'est dur d'imaginer, non? Ouais, c'est trop dur. Ça aurait pu te faire très mal aux ambitions, enfin genre ras-le-bol de ces bêtises. Franchement, je pense que je sais pas si j'aurais arrêté le MMA, mais ça aurait été très dur, quoi. Ça aurait été vraiment très dur. Force, tu vois, on peut en avoir marre, c'est ça, c'est surtout que je pense que j'ai gagné le combat largement et là ça aurait été vraiment dur. Déjà que les combats d'avant, il y en a que je gagne largement aussi, il y en a qui sont plus serrés mais je me vois gagnant quand même. Sur les 2 derniers que je perds, tu penses auquel? Je parle des 2. Le contre Vucenic, moi je pense que celui-là contre Vucenic je gagne et celui-là contre Paul Hughes pour moi je gagne aussi, ou alors c'est une égalité en fait. Parce qu'en fait on juge par round du coup en MMA et pour moi je prends le 1, le 2 et le 5. Et on m'enlève un point dans un round, donc ça devrait faire égalité. Ça peut faire drôle. C'est comme ça qu'on l'avait scoré. Et voilà, tu vois, et je perds à la décision. Il y a des rounds que je perds sur le papier, que je regarde, je comprends pas comment ils ont pu lui donner. D'ailleurs, t'as pensé quoi du combat entre les deux? Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, bien sûr. Ouais. Quand même. Je me suis informé de mes rivaux. Mais je pense que en fait. C'était prévisible, non? C'était prévisible, et je pense que en fait, chaque combat que j'ai fait avec eux, ça leur a donné énormément de données l'un pour l'autre. Et c'est Hughes qui a utilisé les meilleures données qu'il a eues sur Vucenic. Dès que Vucenic il est touché, il met des takedowns trop nuls. Et le sol de Hughes, il est très sous-coté. En fait, Hughes c'est un grappleur avant d'être un striker. Et du coup, Vucenic, je crois qu'il n'a pas compris ça ou fait attention à ça. À chaque fois qu'il shootait, il se faisait prendre le dos. Il a pas la lumière à tous les étages, j'ai l'impression, ce garçon. En fait, je pense qu'en Fight IQ, c'est pas extraordinaire. Non, mais même, je regarde sur Instagram, il est un peu... Bas du front, on va dire. Un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible, Non, après... mais c'est le moment, là. Non, je vais pas l'insulter, parce que moi, j'ai du respect, tu vois, on s'affronte dans la cage. On va parler de la suite après, tes objectifs, et de voir ce que tu veux pour la suite, et essayer peut-être sans doute
de récupérer cette ceinture des poids plumes, des feathers. Ouais. Déjà, mais pour revenir sur ce côté pression que tu avais, tu disais quand même, on n'a pas le droit, on sait dans les carrières, on a 3 rouges de suite, c'est compliqué. Avec les ambitions que tu aurais, ça aurait été compliqué. Vous en avez beaucoup parlé avant le combat, enfin avec ton staff et tout, c'était un truc, tu t'es mis beaucoup de pression à te dire pas le droit à l'erreur? Non, pas du tout. Je vais pas aborder le combat de cette façon en me disant j'ai pas le droit à l'erreur, etc. Ça aurait été l'aborder de façon beaucoup trop négative et me mettre moi-même trop de pression sur les épaules. C'était plutôt de reprendre vraiment du plaisir dans la cage, dans ma pratique, parce que le fait de combattre à ce niveau et d'avoir toutes ces ambitions, toute cette attente sur moi, j'ai perdu beaucoup de plaisir à combattre. Des choses que j'adorais faire avant, je combattais pour combattre vraiment, et puis d'un coup ça s'est un peu transformé en un peu plus négatif, avec cette attente sur moi sur les réseaux, dans le monde du MMA, dans le milieu du MMA français. Il y avait des très grosses attentes et du coup j'en ai perdu un peu une liberté d'expression dans la cage, parce que je me disais peut-être que ça vaut mieux pas que je le fasse ou ci ou ça, et du coup j'en revenais à me poser beaucoup de questions quand je combattais au lieu de faire ce que je sais faire, et du coup ça a nué à certaines de mes performances, hein. Tu vois, mon combat contre Vucenic, je pense que si je m'étais pas posé autant de questions, je pense que je l'aurais passé haut la main, tu vois. Je pense que tu pouvais le finir. Je pense que je pouvais largement le finir ou largement le dominer. Je trouve ça hyper intéressant ce qu'il dit, parce qu'en plus ce rapport avec les réseaux sociaux dont on parle souvent dans nos émissions, qui parfois peut compliquer la donne en fait d'une prépa de combat aussi, parce que tu peux te faire influencer entre guillemets, on met des guillemets. Ça joue sur toi les critiques des gens. En fait ça a vachement joué sur le combat de Vucenic, et pourtant j'étais sur 3 victoires d'affilée, champion, etc. Et c'est bizarre, mais c'est à ce moment-là où ça a commencé à jouer, alors qu'avant j'étais un peu. Et donc précisément dans quel sens? En particulier, ça t'a fait faire quoi sur ce combat-là, par exemple, si tu peux nous dire? En fait, ça a un peu ébranlé ma confiance en moi, tu vois, de lire énormément de critiques ou de gens qui pensaient vraiment que j'avais pas le niveau pour aller à l'UFC, ou que j'avais pas le niveau pour défendre ma ceinture, etc. Je sais pas, des no-name, des gens que je connais pas. Ça a toujours de l'influence. On le répétera jamais assez. En fait, tu lis un tweet, un message, un autre, ça fait 10, 20, 30, tu vois, ça s'accumule, et tout le positif, en fait, tu l'oublies un petit peu, ou même tout ce que tu as fait avant. Et des moments clés, tu vois, du combat ou quand tu es en train de rentrer dans la cage, des fois, bam, tu as des flashs de ça qui arrivent, tu vois, non, il va pas le passer, ou non, de toute façon, il est claqué. Et après tu commences à te dire est-ce que Parce qu'on est des êtres humains, tu vois. Rien que de se dire est-ce que t'as raison Morgan, rien que d'avoir ce doute qui s'instille, ce petit est-ce que, déjà c'est négatif. Le est-ce que il peut commencer à te paralyser un petit peu, tu vois. Et vu que quand tu rentres dans la cage, forcément le mec en face de toi il est pas là pour être gentil, et toi non plus. Mais il y a des moments où tu peux pas douter, où tu dois être sûr à 100% pour faire la différence, et des fois ça peut être un moment où tu te dis est-ce que, tu vois, en plein combat, tu vois, tu commences à penser à d'autres trucs, parce que ça te sort du combat, tu vois, et ça t'a perturbé dans le fait d'appuyer un peu plus tes coups, de prendre plus de risques, tu vois, tu vas peut-être, je vais me faire mettre KO, parce que dans du Sénige, vraiment on a l'impression que tu peux le finir, c'est ça, mais que t'es un peu timide, blocage tout seul, blocage tout seul. Ouais, donc même je prends moins de risques parce que sinon je peux peut-être me faire finir moi. Exactement. Et donc aller dans le sens des critiques qui continueraient de... Voilà, c'est ça, ouais. Et donc là, ça s'est passé comment? T'as eu pour que ça change, t'as eu un switch? En fait, déjà, je me suis déconnecté des réseaux. Il y a que ça qui marche, en fait, les gars. Je me suis dit, bon, tant pis. Je pense que si mon message, il est mal perçu, ce que j'essaie de faire dans le MMA, de communiquer dessus, de mettre un peu de lumière sur ce que les pros peuvent vivre, ou même de laisser les gens voir un peu plus ce qui se passe, je vais réduire ça, tout simplement, tant pis pour eux. Même si c'est dommage pour les gens qui me suivent pour ça, c'est que moi personnellement, du coup, je peux pas m'épanouir dans ma pratique, ou même moi mentalement, et atteindre le niveau que je souhaite. Donc c'est dommage, mais du coup j'ai tout réduit. J'ai moins fait de contenu sur YouTube, j'ai moins posté en story, j'ai arrêté de tweeter. Moi je pense que c'était dû à ta blessure, plus tu vois. Non, pas du tout. Ce genre de c'est marrant, c'est pour me protéger moi-même, en fait, de tous ces gens, de toutes ces choses, tu vois, tous ces gens hyper négatifs qui pensent que les réseaux c'est un endroit où c'est ouvert, ou pour déverser ta haine, ou tirer les gens vers le bas, voir des gens qui essayent de s'en sortir, de faire des trucs, tu vois. J'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais le meilleur au monde et tout, en tout cas pas encore. Mais j'essaye, tu vois. Ouais, j'essaye. L'ambition, elle est logique. Et puis je suis obligé aussi de croire en moi quand même pour rentrer dans la cage et aller affronter quelqu'un. Donc ouais, ça a fait un peu des messages contradictoires entre il faut que je sois sûr de moi, mais pas trop, parce qu'il faut être humble, il faut pas être trop
trop être un parce que sinon, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce que Morgan, c'est quelqu'un qui offrait beaucoup sur ses réseaux, sur ses YouTube. C'était avec Cédric, c'est le Doumbé, c'est le meilleur. On pouvait beaucoup profiter de sa carrière, tu vois, le suivre beaucoup. Et tu te rends compte que de l'influence des gens négatifs qui sont chez eux, qui se rendent pas compte de ce qu'ils font parfois, elle donne l'effet inverse. Et Morgan, il va se protéger plus maintenant, et il a raison, je pense, par rapport à ça. Moi, je comprends pas. Alors que c'est dommage. Je comprends pas les gens parce qu'en fait, on suit Morgan depuis un moment, tu vois. L'image que tu donnes sur les réseaux. Non, moi tu fais l'after-foot, tu te fais insulter toutes les semaines. Chaque fois que tu parles de Paris, de l'OM. Moi, je m'en bats les reins, tu vois. Mais un point comme pathologique, je pense, tu vois. Je m'en bats les reins. Ouais, là, c'est plus la folie. Ouais, je passe pas toujours mon téléphone, j'ai ça le chinois, je suis dis donc. Non, mais c'est l'image que tu envoies sur les réseaux. C'est pas quelqu'un de prétentieux. Non, c'est ça. Le mec avec la vie saine qui fait des tours de moto avec son chien, avec sa nana, quoi. Ouais, c'est ça. La vie de monsieur tout le monde, mais qui est un tueur dans la cage. Et je comprends pas vraiment comment les gens peuvent avoir ce genre d'idée. Je comprends pas non plus, je pourrais pas te dire. Et même là, tu vois, quand j'ai gagné, y a des gens qui m'ont dit va pas sur Twitter, gros. Alors que t'as gagné. Fallait pas, ouais. Alors j'explique, fallait pas. J'ai commencé ça, tu vois. Je suis d'accord avec je comprends pas, tu vois. Je comprends pas l'objectif de ces gens, ou bien qu'est-ce que je leur ai fait. Tu sais. Ouais, mais du coup, si t'es un nouveau fan. Oui, t'as vu, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup de nouveaux. Mais si t'es un nouveau fan et que du coup, il y a des Français qui vont dans la cage et qui gagnent, même si la performance n'est pas la performance du siècle, t'es content, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis content. Moi, perso, voilà, je regarde le MMA français, je suis le MMA français depuis très longtemps, peu importe. Dès qu'il y a un Français qui va à l'étranger, je le supporte et quand il gagne, je suis content. Et même si. Tu vois, il ferait une décision où il volerait l'étranger, quoi. Je serais content de ouf, tu vois. Je dirais pas ça, tant mieux pour nous, tu vois. Et ouais, je suis chauvin à mort et bleu, blanc, rouge, tu vois. Et je comprends pas, du coup, parce que la plupart, du coup, des gens qui critiquent et tout, après, tu regardes. Par contre, ils soutiennent bien, tu vois, des combattants UFC, de machin, mais pas des Français, d'autres pays, d'autres là, y a plus trucs. Ils sont à fond derrière. Allez, t'es le meilleur, t'as perdu, y a rien. Mais quand c'est dans leur pays, ça va nous faire des propagandes sur des Tchétchènes ou des Dagestanais. Non, ouais, des propagandes sur beaucoup de fighters de partout sauf de la France et puis ils sont bons qu'à nous critiquer, tu vois. Ou à me critiquer. Après, je vise personne en particulier parce que je m'en fiche un peu maintenant. Ce truc-là est spécial parce que c'était relou. Ouais. C'est le revers d'une bonne médaille aussi parce qu'il y avait un bon côté sur ça, c'est que t'étais vachement suivi, tu vois. T'étais un des noms, enfin t'es toujours un des noms les plus suivis par le public dans le MMA français, plus connu que beaucoup d'autres. Donc il y a le mauvais côté, les bons côtés. C'est très dur de gérer tout ça. Quand Vucenic gagne contre toi là, je sais pas si t'as vu, mais moi j'y ai participé. Il y avait plein de drapeaux pirates sur toutes ces publications. Donc il y avait aussi du bon côté. J'enlève pas le bon côté. J'ai des gens superbes qui me suivent. Je sais pas si je peux dire une communauté ou des. Si, tu regardes les publications du Cage War quand il y a des combats qui sont à toi qui sont annoncés, c'est plein de Français. Après, c'était aussi le but de tout ce que j'ai fait avant, c'est que les gens ils soient derrière moi, ils me suivent et qu'on essaye de faire quelque chose de sympa dans le sport qui a jamais été fait, de créer du soutien et d'avoir de l'engagement sur un truc que les gens dans le MMA ils font pas spécialement et les gens ils sont encore là, ils continuent à soutenir, c'est pour ça que c'est super et que quand je combats, tu vois, les gens ils se déplacent, il y a des supporters qui viennent en Angleterre alors que c'est pas à côté, en Italie il y en avait pas mal en Italie on était 30 une bonne trentaine alors que je combattais pas, donc t'en as qui sont pas venus, mais on allait presque être une centaine, tu vois, en Italie, et c'est ouf, tu vois, qu'à mon. Ça fait un petit groupe d'ultra. C'est un bon. Et même là, ils faisaient du bruit. Même là, ils faisaient du bruit. Ils sont organisés. Attention, il y a les bâches, il y a des chants qui commencent à être faits et tout. Il y a les masques, il y a tout là. Les masques, on prépare des trucs, quoi. L'objectif, c'est qu'on soit prêt quand on aura des grandes salles. Et pour finir, ça m'intéressait sur ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose, tout ce que tu as réalisé là sur les réseaux sociaux, l'influence que ça a pu avoir sur tes combats, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé, par exemple même avec un préparateur mental, des choses, ou pas du tout? Ou c'est quelque chose que tu as réfléchi tout seul dans ton coin? Ça veut dire, j'ai pas compris. Est-ce que tu as travaillé sur ces choses-là? Est-ce que tu as travaillé par exemple avec un préparateur mental pour surmonter tout ça? Eric, il s'appelle. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, je crois, depuis janvier à peu près. Donc ça rentre dans ça, Ça rentre, dans ça, dans supporter les critiques, dans me supporter moi-même, pour être vraiment dans le bon mindset pour combattre. Et je pense que là, ça m'a bien aidé pendant mon combat, On devrait tous le faire pour se supporter soi-même ou pour supporter Joe. Ouais, parce que j'ai vraiment été chercher au fond de moi-même, tu vois, pendant le combat. Et je pense que le travail que j'ai fait mentalement, il m'a vraiment aidé. Et que c'est quelque chose d'assez important. Je pense que s'il y a des athlètes qui
pensent peut-être en avoir besoin ou pas. Faut essayer en fait pour savoir. Ouais, faut la tenter. Il y en a qui n'en ont vraiment pas besoin parce que la façon dont ils pensent fait que c'est bon. Mais après, il y a quand même un niveau quand tu commences à atteindre. Je pense que c'est nécessaire. Hein. C'est vraiment une partie du sport, je pense, qui est sous-estimée, la préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est pas que du soutien entre guillemets mental. C'est vraiment un vrai travail pour que le jour du combat, tu puisses être vraiment à 100% là. À l'aise avec des réponses à tes questions à l'avance, avec des choses comme ça. Sans avoir, tu vois, avoir des questions qui te traversent la tête, des moments de doute ou quoi, parce que tu sais vraiment pourquoi tu es là et ce que tu as à faire à ce moment-là. Ça paraît con de le dire là comme ça, parce qu'on pourrait penser qu'on sait ce qu'on doit faire au moment où on est dans la cage et tout. Alors, pas forcément, des fois, dès que la porte de la cage se ferme et que ça commence, c'est plus la même chose que l'entraînement. C'est vraiment une sensation bizarre. Toi, c'est quelque chose que tu vis comment ? C'est marrant qu'on en parle, mais ça toute ta carrière, combats, tu l'as vécu. En fait. Ça dépend des combats, tu vois. Tu as des combats où c'est vraiment l'insouciance totale, on ferme la cage, allez, c'est parti, hop, l'arbitre il dit go, yalla, on y va, c'est parti, tu vois. Et t'as des combats où tu ressens vachement plus la pression ou... Comme le dernier, je suppose. Bah non, figure-toi que le dernier, je ressentais rien du tout. J'étais hyper calme. Non, j'avais pas du tout de... Je ressentais pas de pression, justement. Là, mon dernier combat contre Daniel, j'étais hyper calme, j'étais hyper serein, j'étais persuadé que j'allais gagner. Il n'y a pas de règle au final, ça n'avait pas de il n'y a pas de règle. Et donc, si tu penses que c'est dû au travail que tu entreprends avec ce préparateur mental, du coup. Ouais, je pense que le travail, il a fait que je suis rentré aussi calme et aussi serein. Et c'est aussi pour ça que j'ai sorti là des trucs que je sors jamais pendant les combats, tu vois. Est-ce que tu sais, la première fois que tu es venu dans l'émission, c'était quand ? Il y a longtemps. Il y a 3 ans 3 ans, 2019, facile, avant le Covid. Ouais, je vais être tout à fait honnête avec toi. On se disait, nous on adore Morgan et tout, mais l'émission était moyenne parce que s'exprimait pas très bien, il répondait pas très bien aux questions. Tu te rappelles qu'on t'a dit ça ? Là, c'est le jour et la nuit, ça n'a plus rien à voir. Limite, tu pourrais prendre notre place en fait. Tu pourrais avoir ton émission en vrai, tu vois. C'est quand même surtout Jonathan qui l'avait dit. Mais... oh l'enfoiré. Là, limite, maintenant, tu pourrais avoir ta propre émission, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as bossé là-dessus ? Est-ce que tu as fait du media training ou est-ce que c'est juste que tu es en train, que tu as grandi, quoi, que tu n'es plus la même personne ? Ouais, non, je dirais pas que j'ai fait du media training, c'est juste que j'ai grandi. Ouais. J'ai grandi, j'ai moins peur de m'exprimer et dire ce que je pense vraiment. Et ça, tu sens que ça... La radio, sur YouTube... Mais ça joue sur ton approche du combat. Ouais, ça joue sur mon approche du combat, carrément que je suis plus mature et que j'ai grandi. Et je pense que c'est ce que je dis beaucoup aux gens avec qui je tourne à l'entraînement et tout, des beaucoup plus jeunes que moi, qu'il faut qu'ils attendent de grandir des fois. La maturité aussi, c'est hyper important, mais des fois c'est un truc, t'es tellement pressé quand t'es plus jeune, j'ai envie de combattre, j'ai envie de machin, et tu vois, il faut vraiment qu'il y ait des gens dans ton entourage qui te calment, qui disent t'inquiète, t'as du temps, ouais je sais, t'as envie de gagner de l'argent et tout, mais 3 mois il faut que t'attendes, tu vois. T'as 27 là, c'est ça ? J'ai 27 ans maintenant, ouais, je commence marrant, à devenir hyper mature. C'est un truc des meilleurs featherweight français, ça. Il y en a un autre avec qui ça nous l'a fait. Saladin Parnasse, entre la première fois où il est venu et la deuxième fois, et il a encore beaucoup de progrès à faire médiatiquement. Mais il a beaucoup progressé depuis cette époque-là, depuis la première émission qu'on avait fait avec lui. Bien sûr, évident. Mais Morgan, il pourrait prendre notre place en fait. Puisqu'on parlait travail, le NR Fight, maintenant t'es à 100% là-bas. Tu t'entraînais un peu là-bas, mais maintenant t'es passé à 100%. Qu'est-ce que ça t'a apporté de différent dans ce camp de préparation pour ce combat-là ? Est-ce que ça t'a fait changer un peu de style aussi ? On parlait tout à l'heure que t'avais été, on disait charrière Magomedov et que tu avais été plus offensif en lutte notamment. Est-ce que c'est aussi le fait que tu sois au NR Fight à 100%? Enfin voilà, dis-nous. Du coup, maintenant je travaille avec Johnny Frachet, donc c'est mon head coach. Donc, qui s'occupe aussi de l'équipe de France amateur, pour ceux qui a ramené toutes les médailles aux Europes récemment. Qui est un très bon combattant. C'est un très bon combattant français de la première ou deuxième génération. Et là, je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs coachs français. Il est pas encore connu du grand public, mais ça va pas tarder. Parce qu'il est en train de faire du très très gros travail au NR Fight Club. On a une team d'amateurs là qui arrive, qui est vraiment dangereuse, qu'on fait des médailles aux IMAF. Je crois que la moitié des médailles aux Europes, c'est le NR Fight. On a 3-4 médailles, on a 2-3 là ils sont très très forts. On s'entraîne avec eux, ils s'entraînent comme des pros, ils s'entraînent avec nous tout le temps, donc même nous on leur donne plein de conseils. Et par rapport à mon style et à la prépa NR Fight, déjà ça m'a apporté un cadre un peu plus professionnel qu'avant. Donc quand j'étais à la team Chapakent, c'est
en format associatif, donc je m'entraînais le soir à 19h jusqu'à 22h. Pour la récup, c'est pas. Ouais, pour la récup, c'est compliqué. Quand tu rentres chez toi à 23h et quelques, après moi le matin, du coup, je partais au NR Fight, je m'entraînais entre les deux, entre NR Fight et Team Japaken. Et aussi, le problème, c'est que du coup, les coachs sont pas centralisés au même endroit, ils travaillent pas ensemble vraiment. Ils se parlent pas aussi bien que si tout est fait au même endroit ou si tout est choisi par la même personne. Et du coup, le NR Fight, il m'a permis de déjà m'entraîner en journée, d'avoir des partenaires un peu plus forts au cours de chaque entraînement, tu vois, pas qu'à tel entraînement ou tel entraînement. Là, il y a un panel en fait de gens plus grands, c'est ça. Il y a un panel de gens plus grands. Bien sûr. Donc il y a des poids plus lourds, des poids plus légers pour travailler des choses différentes. Il y a plus des strikers, des lutteurs. Il y a des mecs du sol. Tu vois, on a un peu tous les styles. Plus de diversité. De diversité. Donc ça me permet de moi pouvoir me tester contre plus de gens différents ou de tester des stratégies contre plein de gens différents. Et Johnny, du coup, qui est là à tous les entraînements avec moi, qui peut voir et planifier toute ma progression, choisir les trainings. Il y a pas mal de trainings qui ont été faits en conséquence pour moi. Et après, on choisit comment on fait tel truc. Voilà, on est tous les deux vachement à l'écoute et on parle beaucoup pour évoluer, pour travailler sur ce que j'ai besoin. Et on a fait un gros travail sur ma lutte. Voilà, du coup, ça s'est vu. Oui. Clairement, c'est pour ça que je te demandais ça aussi. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais de la lutte, que je mange de la lutte, tu vois. Je suis passé de, je vais pas dire rien, mais de plus une lutte défensive très bonne à une lutte défensive et une lutte offensive. Et c'est marrant parce qu'on l'avait noté, donc on l'a bien souligné parce que ça se voyait, ça sautait aux yeux qu'il y avait une grosse différence. C'est le plus dur à travailler. Bien sûr. Et la différence était évidente contre Badass. Travailler la lutte, c'est du charbon. Ah ouais. Ah non, là les gens ne se rendent pas compte. Et en tout cas, j'ai travaillé. Ah ouais, non, j'ai mangé. J'ai mangé de la lutte, j'ai mangé. Mais tu sais, juste apprendre à faire des takedowns propres comme il a fait dans le MMA, mais c'est une galère. C'est les pires séances en fait. Non, laisse-moi m'asseoir. C'est de la vraie volonté, c'est du vrai grind comme on dit pour la lutte. Mais j'adore la lutte, j'adore le sport et tout. Tout ce que tu dis sur les horaires, c'est sans manquer de respect du tout parce que tu as fait beaucoup de bonnes choses avec la team Chapaquent. C'est vraiment. Mais ça peut pas être de l'associatif au niveau où ça doit être du professionnel. C'est ça, moi j'avais besoin de ça au niveau où j'étais, de même que mon coach il fasse que ça presque, qu'il soit pas un coach, qu'il ait pas un travail à côté, qu'il puisse. T'as pas été tenté de partir à l'étranger aussi? Si, j'ai eu des propositions pour aller en Irlande au SBG, j'aurais pu aller aussi aux États-Unis partir, mais en fait ma vie elle est en France, moi je suis français, j'aime bien représenter le drapeau bleu, blanc, rouge. Tu vois, si je pars pour faire des camps, mais habiter ailleurs, c'est différent. Je déplace tout. J'ai mes amis qui sont là, ma famille, mes activités. Là, on a Cédric Doumbé qui est au SBG en ce moment à Dublin. Il y va que pour des petits camps. Il ne reste pas habiter là-bas. Dans la boxe, on a les exemples dont on va parler bientôt d'un Christian Mbili qui s'est installé à l'étranger et d'un Souleymane Sissoko qui va faire que des camps à l'étranger. Ça dépend des gens. En fait, Souleymane, on sait qu'il a beaucoup de vie à Paris. Sa vie, elle est à Paris et il veut pas partir habiter à l'étranger. Donc, ça dépend aussi de ta vie de tous les jours, en fait, beaucoup. Et puis, en termes d'opportunités médiatiques, c'est quand même plus intéressant de rester dans son pays d'origine. Regarde, Souley est devenu beaucoup plus connu que Christian. Bien sûr. Parce que Christian habite au Québec et qui va bouffer du homard dans des restaurants à Montréal. Le message est passé. C'est ça. Après, dans le futur, j'exclus pas le fait de peut-être pouvoir déménager et habiter ailleurs, m'entraîner ailleurs, mais pour l'instant... Pour des camps, c'est bien. Pour l'instant, je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France et qu'on n'a pas à partir pour devenir meilleur. Franchement, on a tout ici. On a des lutteurs de ouf, on a des mecs au sol. Des super coachs, comme tu parlais de Johnny Frachet, c'est pas le seul qu'on peut citer. Je pense qu'en France, en termes de striking, on est bon. Donc, en pied-point, je pense qu'on est une des meilleures nations d'Europe. Une des meilleures écoles d'Europe. Clairement. Mais les gens ont du mal à le dire, ça. Genre, tu vois, le milieu de gamme striking en français, c'est le top dans les autres pays. Mais même par rapport aux Pays-Bas, on est en avance même par rapport aux Pays-Bas à l'heure actuelle. Non, on est franchement, quand je boxe avec des étrangers, je me sens jamais en dessous ou en difficulté. Il n'y a qu'en France dans des salles où je me dis lui il est chaud. Le niveau, c'est important de le dire parce que les gens se rendent pas compte. On a un niveau stratosphérique, en pied-point stratosphérique. Et pourtant, je suis allé dans plein de gyms. Quand je vais en vacances, souvent, je vais faire un petit peu de boxe, tu vois, à gauche, à droite. Mais ça fait du bien d'entendre ton discours qu'on a tout pour réussir en France. On a tout, vraiment. Et c'est aussi pour ça, quand j'étais plus jeune, que j'ai été direct faire un peu des petits camps à l'étranger pour voir par rapport aux autres comment s'entraîner, comment on était. Et j'ai vu direct
on n'avait pas à rougir en fait. En France, peut-être le seul domaine, je dirais, c'est en sol pur. On est un peu en retard. Ouais, mais par rapport à d'autres pays en Europe. En fait, c'est comme juste la Finlande, la comme structuration il manque juste l'esprit vraiment compète où voilà, on va aller faire des gros events. Je pense qu'il nous manque un peu ce. Les compètes ont trop de règles. Les compètes en France. Sans vouloir rentrer parce qu'après. Mais tout ce qui est IBJJF, CFJB, ça n'aide pas forcément à développer des combattants de MMA. Il manque les scènes Polaris et tout, tu vois, en France, pour vraiment tirer le niveau vers le haut. Mais on a des mecs qui ont largement le niveau et qui peuvent le faire, ça, de compétir. Non, j'ai oublié le mot. Compétitionner, t'allais dire. Mais voilà, de combattre contre des gens de ce niveau au Polaris et tout et gagner. En France, on a ce qu'il faut. Hein. Non, on a des tueurs au sol, on a des tueurs dans la lutte, on a des tueurs dans tout. Je pense que là, il nous manque juste du travail sur vraiment le MMA en tant que sport à part entière. Avec les transitions, de vraiment être bon dans les transitions en France. Et ça va se développer là. Mais c'est en train de se développer. Tout est en train d'arriver, exactement. De toute façon, la génération qui arrive, là, eux, t'inquiète pas, ils n'ont pas de problème de transition. Hein. Tous les tueurs, pareil, on l'a souvent évoqué, tous ces nouveaux tueurs qui arrivent au MMA directement, pas par d'autres sports de combat. Ne vous inquiétez pas, il y a une génération qui arrive, ils sont dangereux. On parlait de travail. Bon. T'as re-signé au Cage Warrior, on en parlait. J'ai re-signé au Cage Warrior. Ça fait partie des. J'allais sur la suite. J'allais sur mes deux dernières questions. Warrior. Combien de combats? 4 3. Il m'en reste. J'avais signé 4, il m'en reste 3. Pourquoi plutôt qu'ailleurs? Parce que pour moi, le Cage Warrior en Europe, ça reste déjà une des plus grosses organisations, pour commencer, qui a une très grosse visibilité et qui a une histoire. J'aime beaucoup l'histoire du Cage Warrior, des gens qui y sont passés, des champions qui y sont passés. En fait, si tu fais les Cage Warrior et que tu vas à l'UFC, derrière, avec le Cage Warrior, je ne veux pas dire que tu es assuré, mais en général, ça se passe bien pour toi, quoi. Ça se passe très bien. Bisping, McGregor. Ouais, Bisping, McGregor, Jonas Jedrzejczyk. T'as raison, même Dan Hardy. Mais t'as raison, en récent, même Pimblet qui devient une star à l'UFC. Il y a Molly McCann. Thomas Spinal. Ouais, il y a un 61 aussi qui est invaincu. Jack Shore. Ah oui, Jack Shore, ouais. Il y a un 61 qui est monté à 66. Qui était sur la carte à Paris. Nathaniel Wood. Enfin, voilà, tu vois. Je peux continuer encore un peu. Il y a Ian Gary, l'Irlandais. Voilà, je peux encore donner pas mal de noms de mecs du Cage Warrior. Lui, il est parti à l'UFC et il a pris une des présentatrices de l'UFC en plus. Hop là. Mais c'est une bonne école pour monter là-haut. En fait, si tu fais champion au Cage Warrior et que tu vas à l'UFC après, en général, ça va bien pour toi à l'UFC. Hein. Tu gagnes. Je sais pas pourquoi, mais au Cage Warrior, je crois qu'on est plutôt bon sur les médias et sur la façon de s'exprimer. Ça ouvre la question d'après. Tu deviens une petite star à l'UFC rapidement. Voilà, il y a un vrai building qui est fait sur les stars du Cage Warrior et qui font passerelle à l'UFC. Ouais, je pense qu'ils nous apprennent soit à nous préparer, soit en fait en sortant du lot Cage Warrior, directement tu rentres dans le lot de ceux qui vont sortir du lot à l'UFC. Je sais pas pourquoi il y a cette passerelle. Peut-être parce que le Cage Warrior c'est un mini UFC et que le niveau il est déjà très haut et que donc quand tu arrives au top du Cage, ça peut bien se passer pour toi à l'UFC. Après, bien sûr, ça peut aussi mal se passer. Hein. Donc ça ouvre 2 autres questions sur ta suite. Ouais. C'est dans ces 3 combats déjà. Est-ce que, je suppose, c'est une question rhétorique, mais Hughes, le but c'est de reprendre la ceinture, de reprendre Hughes, reprendre la ceinture. La ceinture, ce que je disais tout à l'heure en fait, Jonathan, je sais pas encore. Parce que j'ai déjà été champion, donc ça c'est quelque chose qui est acquis à jamais. Ouais, c'est fait. Former Cage Warrior World Champion. Je viens de penser à un truc aussi. Pimblet, quand il va à l'UFC, il est plus du tout champion. C'est pour ça que je te disais ça, que c'est pas une obligation. Ouais. Pimblet, il a fait la même chose que moi. Il a pris la ceinture, il l'a perdu, il n'a pas été la rechercher. Non. Et mais une fois que tu l'as eu, en fait, ça y est, c'est comme si tu avais un tampon dans ton passeport. Tu as été champion au Cage Warrior, paf, tamponné, c'est bien, c'est un achievement. Et l'UFC, ça, ils le notent, ils le savent. Donc après, voilà, il reste ton taf à faire en tant que combattant, hein, sortir du lot, gagner tes combats, avoir une petite hype, une visibilité, quelque chose qui fait que l'UFC a envie de te signer. Mais après, la ceinture, pour l'instant, je sais pas encore. En fait, on va voir, mais... j'exclus pas le fait que j'aimerais bien redevenir champion, bien évidemment, mais c'est pas mon objectif. Mais au-delà d'être champion, là, moi j'ai envie de contre Hughes, c'est pas ce qui prime. Prendre ma revanche contre Vucenic d'abord. Ouais, c'est quelque chose qui peut me botter là d'ici quelques mois. Surtout qu'il a perdu la ceinture il y a pas longtemps. Lui, il va avoir besoin de recombattre. Moi, je l'attends
en embuscade là. T'aurais envie que ce soit le prochain là. Ah bah j'aimerais bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Et quand est-ce que t'aimerais remonter dans la cage? Si dans l'idéal. J'aimerais bien au mois de mars. Lui rendre la monnaie de sa pièce, ça veut dire quoi? Ça veut dire voler une décision? Non, pas voler une décision, bien mettre les points sur les i et les barres sur les t. Non, c'est pas voler un combat, c'est vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce et l'envoyer un peu au fond du gouffre, tu vois. Bon bah on espère que tu auras cette occasion là et qu'on pourra voir ça en mois de mars. On va sortir le clip, on va mettre la traduction en anglais, on va lui envoyer. Commencez bien faire les médias pour choper ça. Je me demandais. Non, après tu vois, c'est des trucs auxquels je pense, mais c'est le matchmaker qui décide, c'est Yan Jin qui voit ce qu'on va faire pour la suite, quel combattant il aimerait bien mettre pour faire des bons match-up et tout. Tu vois, il me trouve des bons combats durs comme je veux. Tu vois, là, Daniel Bazan, c'est lui qui me l'a sorti de son chapeau et à la fin dans l'hôtel, il me croise, il me dit alors tu voulais un combat dur, je t'en ai trouvé un. Tiens, prends ça. Pour la suite, Morgan, moi je me demande. Tu me diras si je me fais des films. Est-ce que si jamais l'UFC a appelé, t'aurais pas intérêt à descendre d'une KT? Aller chez les 61 donc. Franchement, c'est dur. Hein. 61, c'est du boulot. Hein. Le cutting déjà, il nous a expliqué que c'était pas facile tout le temps. Non, je pourrais descendre à 61. Mais il va falloir rajouter des zéros sur le chèque parce que. Tu irais plus vers le haut que vers le bas? Non, j'irais plus rester à 66 que monter. Déjà, 70, ça va demander du boulot pareil. Et après ces 3 combats-là, c'est le but. Enfin, dans le monde idéal, t'aimerais aller à l'UFC. Je te demande par rapport à la taille des autres combattants 66 qui sont plus grands, un petit peu plus grands et qui ont l'air, on va pas se mentir, beaucoup plus costauds que toi. Ouais. Bah franchement, je sais pas. On verra. Quand l'occasion se présentera. Pour l'instant, je réussis bien en 66. Mais 61, ça demande du boulot, hein, vraiment. En plus, c'est pas un cadeau, c'est une catégorie tueur. C'est ça, c'est pas un cadeau 61 non plus. Mais c'est quelque chose qui peut être possible. Après, faudra qu'on y réfléchisse, nous, de notre côté, et comment ça peut être fait, mis en place. En tout cas, tu me disais donc. Dans un monde idéal, t'aimerais aller à l'UFC après ces 3 combats? Dans un monde idéal, après les 3 combats, serait de signer à l'UFC, mais après, je suis pas exclu à la fin de ces 3 combats de regarder ce qu'on m'offre comme proposition parce que je reçois plein de propositions dans ma boîte email, dans la boîte email de. Ouais, puis il n'y a pas que l'UFC dans la vie. Il n'y a pas que l'UFC dans la vie, on l'a souvent répété. On en parlait tous les deux, par exemple, et on peut en parler off avec toi. Tu deviens une star en Asie, tu fais des combats à 200 000 par combat, tu fais un petit combat de grappling ou de kick entre tes combats de MMA pour 50, t'es pas mal. Il y a beaucoup d'autres possibilités dans le monde du MMA. Le PFL, non, on en parlait l'autre fois. Quand je vois au final du PFL le week-end dernier, Stevie Ray, vous vous souvenez de Stevie Ray quand même, qui a un combat d'être millionnaire parce qu'il a re-signé au PFL et qu'il a quasiment fini le tournoi, enfin qu'il a perdu en finale là contre Robin Mercier. Il y a d'autres possibilités de faire de l'argent qu'à l'UFC dans le MMA. Wilkinson, le premier combat d'Adesanya à l'UFC, il a gagné. Il a gagné. Tout à fait. Enfin, tu nous confirmes qu'en plus au Cage Warrior là, tu gagnes mieux si t'es ailleurs. Ah oui, non, je gagne bien ma vie là au Cage Warrior. Tu gagnes mieux que si t'étais à l'UFC? Non, pas encore, mais dans quelques combats, donc pour l'instant, c'est satisfaisant pour toi? Pour l'instant, c'est satisfaisant, c'est le mot, c'est satisfaisant. Et dans quelques combats, ce sera très très bien. Mais après, c'est surtout pour la suite, tu vois. Je veux pas non plus rester enfermé au Cage Warrior indéfiniment si l'UFC arrive pas. Donc, t'as 27 ans, t'as le temps. Mais c'est ça, ce que je disais, j'ai le temps et je peux aller dans une autre organisation, prendre un peu d'argent avant d'aller à l'UFC aussi, tu vois, et continuer à me construire en tant que fighter et en tant que personne. Pour arriver vraiment mature pour faire quelque chose à l'UFC, quoi. Tu te situes comment par rapport aux autres 66 kilos français? C'est ma dernière question. Pardon, excuse-moi. C'est ma dernière question, mais laisse-la-moi la mettre en contexte. William Gomis est à l'UFC. Yes. Saladin Parnasse, double champion au KSW. C'est marrant, c'est que vous êtes tous affrontés à l'époque du 100% fight, mais pas en vrai MMA, en pancrace en fait, vous vous êtes affrontés. Parce que c'est l'époque où le MMA n'était pas légalisé en France. Toi, tu as une victoire sur William, je l'avais noté novembre 2016, 100% fight, et une défaite contre Saladin, qui était en 2017 pour la ceinture d'ailleurs, des featherweight du 100% fight. L'UNAI aussi dans le. On peut ajouter, mais je dis les 3 des principales organisations qu'on connaît. Donc je vais poser la même question que j'ai posée à William et à Saladin. On leur a posé dans les 3 derniers mois, on l'a posé à vous 3. C'est qui le meilleur 66 français? Morgan Charrière? C'est ça là. C'est Saladin. Ouais, c'est Saladin le meilleur 66 français. Ok. Ouais.
C'est marrant, c'est le premier qui répond pas son propre nom. Moi, je dirais que c'est Saladin, après Morgan, après Alioune et après Gomis en 4. Faut pas mentir, ça sert à rien. Oui. Il y a un moment, il est en avance. Avec ce qu'il a accompli dans la cage, il est largement numéro 1. Il est en avance. Numéro 1, 66, même peut-être pound for pound. Ouais, moi je sais que je le place assez haut dans le pound for pound. Vraiment tendance. Ouais. Et ben il est numéro 1 pour pound for pound. Pour moi, il est numéro 1. Sur le talent et sur si on définit vraiment ce qu'on appelle le pound for pound. Sur les accomplissements, bien sûr, c'est Cyril. Mais bon. Je sais pas. Je sais pas. Pour le grand public. Oui, mais pour. Cherche pas. Oui. Et pour le grand public, t'as fait la ceinture. Ouais, mais là, ce qu'il est en train de faire, ça, là, c'est quelque chose. Je suis d'accord. Quand t'aimes le MMA, tu le mets. Moi, je le mets tout en haut. Je le mets tout en haut. T'as vu l'impact que Gamrot a eu directement à l'UFC en sortant du KSW? Moi, t'as pas à me convaincre. Pour moi, il n'y a même pas de discussion à avoir. Il est numéro 1 pound for pound français. Mais voilà, ouais. En tout cas, c'est une caté où on a beaucoup de talent et donc c'est cool de les voir tous évoluer. Mais on est tous très forts. C'est ça. Et puis on a noté que Joe avait dit que t'étais bon en émission radio, donc si je dois le remplacer, t'inquiète. J'ai ton téléphone, je t'appellerai. Merci Morgan d'être venu avec nous. Merci Morgan pour cette interview. La fidélité, tout ça. Soyez en tout cas là au rendez-vous cette semaine sur RMC Sport, puisque notre fin d'année pleine de sport de combat continue cette semaine. On aura Tyson Fury contre Derek Chisora à l'antenne d'RMC Sport samedi soir depuis Londres. On a fait toute une émission sur ce combat-là, sur le retour de Tyson Fury qu'on vous invite à écouter il y a quelques semaines. On n'était pas hyper vendeur pour le combat, mais bon, on a donné notre avis et on est honnête. C'est ça, Joe. Et puis dans la suite, la nuit, juste après, il y aura une UFC Fight Night avec le retour de Tai Tuivasa qui était à Paris à l'UFC Paris. Elle est lourde la carte. Contre Pavlovich avec Stephen Thompson contre Kevin Holland en main event. Donc gros week-end de combat sur les états d'RMC Sport une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis à vous abonner à toutes les plateformes de téléchargement pour jamais manquer un numéro du Fighter Club. Joe, c'est quand même sur YouTube. C'est un bon petit rendez-vous. Et maintenant on est sur YouTube, on est beau, on est à l'écran. T'as enlevé ton bonnet, t'as pas sorti ton bonnet. Depuis qu'on est sur YouTube, tu sais que lui aussi il a des haters. Je coupe les cheveux, mais uniquement des haters de bonnet. Non, des haters de physique qui disaient regardez-moi avec sa tronche, son bonnet. C'est vrai que c'est toujours le physique, moi. C'est jamais ce que je dis, c'est toujours le physique. Merci Morgan, merci Joe comme d'habitude. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.